Bonjour les amis, bienvenue dans le podcast Le Salon du Livre et merci d'être présents. Je suis Assel Nadal, ingénieure IT, entrepreneur littéraire et fondatrice d'afrolivres.com, le magazine littéraire en ligne de l'Afrique et de sa diaspora. Si vous êtes un passionné de livres, si vous souhaitez mieux comprendre l'évolution du secteur du livre dans le monde en général, en Afrique et dans sa diaspora en particulier, alors ce podcast est exactement ce qu'il vous faut. Avec mes invités, retrouvez-nous tous les vendredis pour l'actualité littéraire et autres thématiques autour du livre. Et c'est parti pour un nouvel épisode du Salon du Livre. Bonjour. Est-ce que vous vous souvenez de la dernière fois que vous vous êtes arrêté devant un livre dans une bibliothèque ou dans une librairie? Qu'est-ce qui vous a interpellé en premier? Pourquoi ce livre vous a attiré mais pas un autre? En général, la couverture d'un livre est la première chose qui attire l'attention d'un lecteur. Mais qu'est-ce qui rend une couverture de livre plus attractive qu'une autre? Quel est son processus de création? Combien coûte la réalisation d'une couverture de livre de qualité? Comment sont réparties les royalties entre le créateur de la couverture et le détenteur des droits d'auteur du livre? Toutes ces questions sont intéressantes. Les couvertures de livres participent aussi au succès des livres, car elles sont un élément marketing visible qui peut interpeller le lecteur. Il ne faut donc pas laisser sa création au hasard. Il faut la penser et la confier à un professionnel. Dans cet épisode, je reçois Fred Ebami, artiste graphiste pop art qu'on ne nomme plus. Fred Ebami est aussi connu pour ses créations de couvertures de livres célèbres, comme par exemple celle du grand roman Les Maquisards, de l'auteure camerounaise Emily Boom, qui était la toute première invitée de ce podcast et que vous pouvez réécouter dans l'épisode 01. Les autres créations artistiques de Fred Ebami sont avant-gardistes, uniques, travaillées à partir de photos et de dessins qu'il retravaille à l'ordinateur, son principal outil. Il crée des visuels sur des matériaux comme le bois, la toile ou le papier fine art et qu'il repasse au Posca, à la bombe ou à la peinture sur de la 3D. Fred Ebami est aussi un artiste engagé, attaché à la transmission et qui aime partager son expérience comme il le fait dans cet épisode avec beaucoup de générosité. Je vous souhaite une très agréable écoute en compagnie de Fred Ebami. Bonjour Fred Ebami. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation dans le podcast Le Salon du Livre. C'est vraiment un réel plaisir et surtout un honneur, vraiment, de vous avoir aujourd'hui. Et je vous ai invité pour qu'on parle un peu de votre travail et plus particulièrement de comment est-ce que vous faites les couvertures de livres pour que ça puisse inspirer les auditeurs qui aussi veulent comprendre comment se passe le processus de création de couverture de livres. Bonjour Assel, et c'est un honneur pour moi aussi d'être là. Et c'est vrai que on ne sait pas souvent qu'on nous demande notre processus de création, donc je suis super content d'être là. Très bien. Alors, on va tout de suite commencer. Déjà, avant qu'on ne rentre dans le vif du sujet, est-ce que vous pouvez nous dire en quelques mots qui est Fred Ebami? Où est-ce qu'il est né? D'où il vient? Alors, Fred Ebami est un artiste pop art d'origine camerounaise. Je suis né à Villeneuve-la-Garenne dans le 92. J'ai grandi ici jusqu'à 10 ans. Et je suis allé au Cameroun, j'en avais 10 et je suis revenu, j'en avais 18. Donc, vous êtes revenu en France quand vous aviez 18 ans, c'est ça? Ouais, c'est ça, ouais. OK. Et comment a été votre enfance? Racontez-moi un peu ça. Alors,
la première partie de mon enfance, c'était beaucoup d'insouciance, c'était beaucoup de passion aussi. Ma première passion, c'était l'athlétisme. Je voulais être Charlie Willis. Ah, Et d'accord. j'ai fait des compétitions. Ouais, j'ai fait des compétitions. Et ça va peut-être rien dire pour beaucoup de personnes, mais j'ai été champion départemental poussin des Hauts-de-Seine. Et Ah en fait, ouais. moi, j'aurais dû être un athlète, quoi. Ah ah. Pas ce que je suis aujourd'hui. Eh ben, je m'y Et attendais pas du tout. alors, c'est des choses que beaucoup de personnes ne savent pas. Et ça fait partie de moi. Quand on me pose la question, je le dis. Quand on me pose pas la question, bah, ça reste là, quoi. Mhm. Et Très- la deuxième passion, le dessin. Oui. Le dessin. Enfin, quand je dis le dessin, c'est pas le dessin professionnel. Hein, c'est les gribouillis, c'est l'expression par le dessin. Mon premier tableau, c'était les murs de ma mère où j'ai griffonné je ne sais plus quoi dessus. La Donc, pauvre. ouais. Je pense que ça va aujourd'hui. Hein. Je pense elle regrette pas aujourd'hui. Elle vous a pardonné. Ouais, je pense que largement. Et qu'est-ce qui a été qu'est-ce qui a fait cette passion pour le dessin dès le départ? Cette passion, je pense que cette passion était là depuis longtemps. Hein. C'était juste ma manière à moi de m'exprimer. Comme vous avez des gens qui écrivent, qui ont tout dans l'écriture, comme vous avez des gens qui s'expriment en chantant. Moi, je pense que j'ai toujours eu ça, en fait. Mm-hmm. J'arrivais pas à dire ou à écrire des choses, mais s'il fallait que je les représente, je prenais un stylo et je griffonnais quelque chose. Et Oui, après, en grandissant, ça s'est transformé en maniement des mots avec mon imaginaire visuel, c'est-à-dire des slogans, des mots d'esprit. Je pense que c'est là où je me suis un peu rapproché de l'écriture, c'est que là, j'utilisais des mots pour créer des images. mm-hmm. Donc, ouais, moi, je pense que je pourrais pas l'expliquer, c'est quelque chose qui était en moi depuis toujours. Mm-hmm. Et vous définissez comme un artiste pop art. Bon, moi, je ne suis pas une spécialiste des arts visuels. Qu'est-ce que le pop art? Alors, pop art, c'est un art visuel, c'est un art populaire qui est né dans les années 50 en Angleterre et qui a migré aux États-Unis dans les années 60. Et c'est un art qui s'inspire de la société de consommation, un peu comme de la publicité, des trucs comme ça. Et les grands maîtres aujourd'hui qui sont les plus connus, en fait, c'est des gens comme Andy Warhol, Roy Lichtenstein, Basquiat, entre autres. Mais c'est vraiment toute cette mouvance où c'était des pubs à outrance pour faire acheter des trucs subliminaux pour faire consommer, quoi. Oui. Le pop art, en fait, c'est ça, avec toutes ces couleurs et toutes ces codes de la société. Mm-hmm. Et est-ce que ce sont ces artistes-là que vous avez cités qui vous ont aussi inspiré en quelque sorte? Après, un peu après. Au départ, c'était vraiment c'était vraiment parti par des affiches de films. À l'époque, c'était des affiches Technicolor qui avaient les trois petits points bleus, verts et rouges que je voyais quand on était de loin, on voyait l'affiche apparaître et de près, c'était les trois petits points justement et je me demandais mais comment c'est fait ça? Bon, c'était dans l'air du temps, mais vraiment celui qui m'a vraiment donné envie de tout ça, c'est Olivier Toscani, l'ancien photographe de Benetton Mm-hmm. qui exerçait dans les années 80 avec tout ce qu'il a fait comme pub dans les années 80 qui défrayait la chronique, qui dérangeait, mais moi je trouvais que c'était tellement vrai, tellement fort, et le fait qu'il utilise des couleurs et des gens de différentes couleurs pour passer ce message-là, je pense que le déclic il est arrivé de là. Mm-hmm. Mais vous n'êtes pas seulement, comment dire, un passionné. Vous avez vraiment eu une formation technique dans le dessin. Est-ce que vous pouvez un peu nous expliquer votre parcours? Alors, la formation aurait dû être technique. Elle l'a pas été parce que j'ai choisi des outils
que j'ai voulu utiliser. En fait, j'ai fait des études de graphic design Oui. où on vous apprend toutes les suites, enfin les suites parce que non, c'était Work Express, c'était pas Adobe. On vous apprend les outils pour devenir un graphic designer. Et en fait, moi, j'ai choisi Photoshop parce que c'était le programme dans lequel je me sentais le mieux. Et j'ai laissé les autres de côté. J'ai vraiment laissé les autres de côté. Donc, Mais j'ai choisi ce qui me plaisait, puis j'ai utilisé ça justement pour continuer mon dessin, pour le rendre plus moderne. c'est justement la question que j'allais poser de savoir, mais pourquoi spécialement Photoshop? Parce que vous auriez pu trouver aussi autre chose pour vous accrocher à ça. Bah, Photoshop, ça a été direct. Et puis, Illustrator, je trouvais ça trop propre, trop compliqué, trop bien sous tout rapport. Et quelque part, je cherchais ce prolongement de ma main qui continuerait à faire les petites ratures que je faisais déjà sur les murs de ma mère. Et Photoshop, c'était impeccable. Et puis, en plus, c'était l'espèce d'outil qui m'aidait à réutiliser la photo, qui est une autre de mes passions que je ne pratique pas. Mais moi, les photographes, et ce que les photographes font, pour moi, c'est extraordinaire. Donc, je voulais imiter ces photographes-là. Et si on se rappelle bien de ce que j'ai dit au début, mon premier héros, c'était Oliver Toscani, le photographe. De Benetton, donc, ces photos-là, voilà. C'est ces photos-là que je voulais retranscrire à ma manière. D'accord. Alors, j'ai remarqué que vous exprimez beaucoup sur de grandes figures historiques africaines et afrodescendantes. Qu'est-ce qui vous parle dans ces grandes figures historiques-là? Surtout le fait que à un moment donné, si je n'étais pas parti au Cameroun, j'aurais jamais rien connu de ces personnes-là. Et ces personnes-là qui font partie de mon histoire. Et je me suis dit que ces personnes-là avaient laissé un héritage. Et cet héritage-là, je le comprenais en fait. Mais j'ai failli rater le coche en restant ici, si j'étais resté là, parce que je me serais jamais intéressé, parce que j'avais j'ai pas honte de le dire, j'étais matrixé en me disant que j'étais blond avec des yeux bleus et j'étais français avant de partir au Cameroun. Même si la culture était à la maison avec la famille, avec la musique, avec tous les événements, tout ce qui peut avoir, mariage, anniversaire, funérailles. Mais dans ma tête, j'étais français, j'étais blanc, j'avais les yeux bleus, j'avais les cheveux blonds. Incroyable. Et mon histoire, c'était l'histoire française. Oui. Et en arrivant au Cameroun, en fait, je fais connaissance avec mon histoire, la mienne, c'est-à-dire ma grand-mère, mon histoire de famille, ma grande famille. Et je trouve déjà que c'est une histoire de dingue. Je veux dire que j'ai déjà un historique dans ma famille. Et puis, après, je commence à m'intéresser au continent. Et dans ce continent-là, je vois qu'il y a des héros qu'on a voulu me cacher. Entre autres, Oumniobé, qui, au même niveau que Mandela et Lumumba, aurait dû être dans les livres d'histoire. Et encore aujourd'hui, on essaie de ne pas l'y mettre, en réalisant en fait que j'étais un tronc qui avait pas toutes ses racines. Et en rentrant en contact avec mes racines, je me suis dit, mais en fait, j'ai toute une histoire à réapprendre et peut-être à raconter, tu vois, un truc qui est là et qui peut-être que ça n'ira nulle part parce que vu que le travail il a été bien fait en amont, peut-être que moi je pourrais pas ramener ma pierre à l'édifice. Mais en fait, je me suis rendu compte que avec la lumière que j'ai, avec l'audimat que j'ai, bah si, je peux peut-être ramener un peu de ça et peut-être que quelqu'un d'autre ou la prochaine génération va reprendre ça et ramener plus loin et que finalement, ces héros-là qu'on a vont rentrer dans le panthéon des héros de l'histoire parce qu'on fait partie de l'histoire. On ne fait pas partie d'une seule histoire, on fait partie de l'histoire.
Oui. Et je trouve que vous le faites assez bien par votre art. Si on prend le cas de Omniobé, par exemple, vous avez fait la couverture quand même des Maquisards. Ouais. C'est pas rien. Les Maquisards, cet excellent roman de Emily Boom que j'ai reçu déjà d'ailleurs dans le podcast. Cool. C'était ma première invitée. Cool. Et c'est une très, très belle couverture. Et moi j'aime beaucoup les livres, mais j'aime tout ce qu'il y a autour de livres et tout ce qu'il y a d'artistique aussi autour de livres. Donc, y compris les couvertures. Moi, quand je regarde la couverture d'un livre, j'essaye de me demander, avant même d'ouvrir le livre, qu'est-ce que ce livre a envie de me dire par cette couverture-là. Et ayant été vraiment fan du travail que vous avez fait sur la couverture de Emily Boom, je me suis dit, dès que j'aurai l'occasion, il faut que je m'entretienne avec lui. Donc, nous voilà aujourd'hui. On va parler de couverture de livre, parce que c'est très important, je pense, dans l'expression artistique, même de l'auteur aussi, parce que je suppose que c'est un travail qu'on fait avec l'auteur. Ouais, surtout, ouais. Voilà. Donc, comme je disais, vous avez fait la couverture des Maquisards de Emily Boom aux éditions La Cheminante, et vous avez fait pratiquement toute la collection des éditions La Cheminante aussi. Donc, il y a une série de livres, et on remarque votre signature quand on voit ces couvertures-là. C'est ce que je trouve vraiment bien. Vous avez fait également la couverture du guide Little Africa, et le plus récent travail que vous avez fait sur les livres, si je ne me trompe pas, c'est sur Fragments de Capitaine Alexandre, qui est sorti il n'y a pas très longtemps. Le plus récent, c'est... il y a une dernière couverture qui est sortie en avril pendant le confinement chez Calmont Lévy. La chienne. Ah, d'accord. La chienne de Pintae Quintana, si je prononce bien. Okay. Exact, ouais. Voilà. C'est ça. Très bien. Alors, moi, je vais poser des questions comme si je suis auteur. Okay. Je n'y connais absolument rien en couverture. Donc, quand il y a un travail à faire sur une couverture, est-ce que ce sont les maisons d'édition qui vous contactent ou ce sont les auteurs? Comment ça se passe? Alors, c'est la maison d'édition. C'est la maison d'édition qui va me pitcher, l'histoire, qui va m'envoyer des documents si je veux ou pas tout le livre ou juste un résumé. Et au fur et à mesure de la création de la couverture, c'est là où l'écrivain, l'auteur, je vais m'entretenir avec pour voir si ça match avec son imaginaire à lui ou à elle. Est-ce que c'est important pour vous de connaître l'histoire le contenu du livre, tout le travail qu'il y a eu derrière pour pouvoir trouver l'inspiration et commencer la création? C'est primordial. Pour moi, c'est primordial parce que je veux, à ce niveau-là, c'est pas juste ce que je sais faire, mais c'est aussi ramener le lecteur, celui qui va lire, dans un univers avant même qu'il ouvre la couverture. C'est important pour moi parce que alors on va sortir un peu du monde de la couverture, mais même dans mes créations, la métaphore de ce que je fais, c'est une clé qui ouvre sur un univers où tout le monde va trouver ses réponses. Donc, je veux inviter le lecteur dans cet univers avant même qu'il rentre dans le livre. Et quand il va entrer dans le livre, en fait, il se dira que ah oui, la pancarte que j'ai vue sur la porte, c'est vraiment dans cet univers-là que je me trouve. Oui. Donc, ça veut dire que vous ne dévoilez pas tout, mais vous incitez à aller un peu plus loin que la couverture. Ça. Ok, très bien. Mais en fait, c'est aussi comment moi je voudrais qu'on m'attire. D'accord. Et donc, quand la maison d'édition vous a contacté, je suppose que c'est sur la base d'un contrat. Est-ce
est-ce que vous gardez les droits sur votre création? Est-ce que vous avez... Ah, c'est intéressant de le savoir. OK. Ouais. Donc, ça veut dire que vous pouvez réutiliser votre création à votre guise. Elle reste... OK, très bien. Et est-ce que vous avez des pourcentages sur le livre? Parce que le livre, c'est un tout. Alors, il y a des royalties, ouais. OK. Il y a des royalties et ça, c'est avec la maison d'édition. Très bien. Et vous avez dit tout à l'heure que la maison d'édition vous donne certains éléments pour créer la couverture. En général, il s'agit de quoi? Quels sont ces éléments-là? Ça va être le pitch, ça va être le résumé de l'histoire. Ça va souvent être, pas toujours, une direction que la maison d'édition voudrait. Et puis après, c'est carte blanche. D'accord. C'est carte blanche, c'est à moi. C'est comme si on me demandait de faire un logo et je fais des spécimens, je propose. Mais la plupart du temps, ça a toujours été direct. Donc voilà, le cheminement de départ a toujours été bingo, si je peux dire ça. Et c'est bien limité dans le temps, c'est-à-dire que vous n'avez pas, certes vous avez carte blanche, mais vous n'avez pas vous avez une date bien précise à laquelle vous devez remettre le travail. OK. Ah oui, il y a des deadlines et c'est souvent des short deadlines. J'imagine, c'est stressant, hein. Ouais, en fait, non, c'est pas stressant en tant que tel parce que je suis en train de faire quelque chose que j'adore, ça me passionne. Oui. Donc ça va souvent vite. C'est souvent les derniers, comment je vais dire ça, les derniers raccords, les dernières, les derniers petits détails qui sont un peu fatigants à la fin, mais à 90% avant la deadline, le truc il est déjà prêt, quoi. Et est-ce qu'on comment je pourrais dire, la maison d'édition, hein, elle a la possibilité de revenir tout le temps, de faire plusieurs révisions, ou alors vous avez un nombre de révisions précis au-delà duquel vous n'allez pas? Alors moi c'est quelque chose de personnel. C'est que quand je commence un travail comme ça, je veux absolument, quitte à avoir je sais pas combien de retours, je veux absolument que la fin soit une fin qui est exceptionnelle pour les deux parties, pour moi, pour les deux parties, pour l'auteur, pour moi et pour la maison d'édition. OK. Donc si on n'est pas d'accord jusqu'à la dernière virgule ou au dernier point final, moi je suis frustré personnellement. Et donc, votre travail, il se limite uniquement à la partie artistique, ou alors vous prenez vraiment la première de couverture, la quatrième de couverture, vous faites le titre, les sous-titres, s'il y en a, tous les textes qui sont sur la couverture? Alors, pour l'acheminante, c'est moi qui m'occupais de tout. Je m'occupais de tout. Pour Fragment, par exemple, on a tous eu un input dedans, de voir comment on aurait voulu la couverture. Oui. Et pour la chienne, comme il y avait une charte graphique, également Lévi a une charte graphique, c'était juste la couverture. Et est-ce que il y a des choses auxquelles il faut faire attention quand le côté artistique, là c'est vraiment propre à l'artiste, mais en termes de, par exemple, des polices d'écriture, est-ce que vous faites attention par exemple aux genres littéraires avant de choisir la police d'écriture, parce que je sais qu'il y a des codes quand même en fonction des différents genres littéraires. Si vous devez faire une couverture dans le genre young adult ou bien horror ou bien fantasy, est-ce que vous allez choisir les mêmes codes que dans la poésie ou dans la romance? Alors ça, je pense que ça dépend de la maison d'édition. D'accord. Mais je n'ai jamais eu ce problème. Je pense que moi, les seuls problèmes que j'ai eus, c'était les problèmes de gabarit. Parce que c'est pas les mêmes formats. Et ça peut très vite être réducteur parce que
des fois, je vois des trucs sur de grands formats et arrivé à ce il faut que je coupe. Oui. Donc, je me dis, oh, ça va être étroit. Mais non, j'ai jamais eu ce problème encore. J'espère que ça va se présenter comme ça me sortira de mon confort. Mais non, par exemple, avec la cheminante, c'est moi qui ai fait les recherches de police et de positionnement et la seule contrainte c'était de garder la cheminante comme c'était. Oui. Et je pense qu'ils ont kiffé dès le départ. Fragment, je m'occupais pas de ça, mais je pense que si je m'étais occupé de ça, peut-être que je serais allé vraiment en fantaisie. On est resté J'imagine. sobre. Oui. Quand j'ai vu la couverture de Fragment, j'étais surprise. J'ai dit, mais où sont les couleurs? On est resté sobre, mais on est parti sur une idée de visuel que j'avais faite qui est je pense qu'elle est au milieu du bouquin. On est comme si on regardait d'en bas des cimes d'arbres et en fait il y a un ciel étoilé. Et on est parti de ça pour créer cette couverture un peu plus sobre. Est-ce que vous avez un rituel dans lequel vous vous plongez avant de démarrer le travail? Est-ce que vous avez une cérémonie? Parce que je sais que les artistes, ils sont parfois dans des univers assez déjantés. Alors, je m'enferme et je mets la musique à fond. Quel genre de musique? Alors, de tout. Ça peut être du vieux Makossa comme Joe Masson, des Didi Bango, Toto Guillaume, en passant par la musique classique ou du rock and roll, de la soul. Ça peut être n'importe quoi. Ça peut vraiment être n'importe quoi. Il faut juste que je sois dans ma bulle et que cette musique soit mon compagnon en fait et que je sois en train de m'amuser. Il faut que je m'amuse en fait. Donc ça peut être n'importe quoi, ça peut être la musique du moment que j'écoute, ça peut être un truc nostalgique, ça dépend vraiment, ça dépend. De toute façon, la musique m'accompagne partout, que ce soit dans des couvertures de livres ou quoi que ce soit. Donc non, ça peut être n'importe quoi. Mais ces musiques-là, est-ce qu'elles ont un rapport avec la thématique pour que vous ayez plus d'inspiration? Non, pas du tout. Pas du tout. Ok. C'est un rythme cardiaque, c'est un rythme, ça me calme, ça a peut-être un rapport avec la transcendance, dans le sens où c'est des chansons qui me rappellent mon adolescence au Cameroun, donc ça me met dans un esprit de naïveté, de passion, de folie aussi un peu, d'insouciance. Et je pense que j'aime bien être insouciant quand je crée. J'aime bien être transporté dans une autre. J'aime bien quitter la planète en fait et me retrouver et atterrir dans mes émotions. Donc ces musiques-là m'aident. Et quand je parle de ces musiques du Cameroun, ça peut être n'importe quoi en fait. J'aime bien les musiques qui ont des harmonies. J'aime bien des musiques qui ont un certain battement. J'aime bien les musiques qui ont certaines paroles. Et c'est juste une entrée sur un autre univers. Est-ce que vous vous souvenez de la musique que vous avez écoutée quand vous avez fait la couverture des Maquisards? Ou alors dans quelle atmosphère vous étiez? Parce que cette couverture, moi je l'ai comprise après avoir terminé le livre justement. Alors, je pense que j'étais dans du vieux Makossa. Je pense que j'étais dans le Makossa des années 90. Toute cette série de l'âge d'or du Makossa avec Tom Jones, Saint Thomas et tout ça. Je pense que j'étais là-dedans parce que j'ai eu la malchance, je veux dire, de vivre les villes mortes. Et j'ai pas vécu les maquisards. J'en ai entendu parler. J'ai aussi entendu le mur qu'il y avait et peut-être que de façon inconsciente, je me suis mis dans cette époque-là parce que c'est l'époque que j'ai connue, c'est l'époque que j'ai vécue et que c'était peut-être aussi un peu comme ça que ça s'était passé, les villes mortes et tout le boucan qu'il y a eu autour et peut-être qu'il me fallait être dans ça pour me poser ces questions et me mettre dans cet univers-là parce que la couverture des Maquisards en fait
c'est ce côté feuillage, ce côté forêt, ce côté inquiétant, ce côté mais qu'est-ce qui se passe derrière, tu vois. C'est ce côté dès qu'on va traverser ce feuillage, on va être en face de quelque chose. Exact. Alors, est-ce que on va être en face de l'ennemi, ou on va être en face comment on appelle ça? D'un allié, hein? Du côté voilà, c'est ça. Mais c'est cette forêt qui est accueillante, mais qui est menaçante aussi en même temps. En même temps, oui. Et j'ai vécu par exemple, j'ai vécu un événement où j'étais avec ma mère, on était dans la voiture et on rentrait de chez ma grand-mère qui habitait en Commando et nous on habitait à Bonadumam et on passait par la rue Njonjo et en fait au carrefour de la fin de la rue Njonjo et de à côté de là où on habitait vers Bonadumam, on se retrouve en face de la foule. C'était rempli de gens qui avaient des bâtons. Ils ont commencé à nous balancer des cailloux parce qu'on avait une voiture. Et à ce moment-là, une voiture, ça voulait dire des gens aisés. Oui. On n'en avait rien à faire si c'était vrai ou pas vrai. Donc moi, j'entendais les impacts des cailloux sur la carrosserie et ma mère qui fait une marche arrière. Et je comprenais pas en fait. Je comprenais, mais je comprenais pas. Et à ce moment-là, c'est aussi ce truc de je comprends, mais c'est pas nous les ennemis. Donc il y avait tout ça qu'il fallait prendre à l'intérieur et essayer de ressortir ça dans cette couverture où en fait c'est un suspense à toutes les pages, à chaque mot, à chaque virgule. Et c'est ça que j'ai voulu exprimer. Et dans ce podcast, je parle aussi beaucoup de l'auto-édition, hein, qui est encore dans certains groupes à l'état embryonnaire. Moi, j'encourage les auteurs à tenter l'aventure de l'auto-édition parce que l'accès parfois aux maisons d'édition classiques est très, très, très limité et je trouve dommage que ceux qui ont du talent ne puissent pas produire leurs œuvres et montrer leur travail au public qui n'attend que ça. Alors, la particularité des auteurs auto-édités, c'est qu'ils doivent tout prendre en main. Il n'y a pas un éditeur qui va gérer tout. Et donc, même la couverture doit être gérée par ces auteurs-là. Malheureusement, ils ne sont pas des professionnels. Alors, toi, en tant que professionnel, qu'est-ce que tu peux leur donner comme conseil quand ils veulent choisir un designer? Ils doivent faire attention à quoi? Parce qu'il y a aussi beaucoup de blagueurs qui se disent designers. Oui, non, c'est clair. Peut-être que ce que je vais dire, je me trompe, mais je pense que beaucoup d'écrivains et d'auteurs, comme ils sont dans une sphère créative, sont en contact avec beaucoup d'artistes qu'ils aiment bien. Oui. Alors moi, le conseil que je vais leur donner, c'est d'aller vers l'artiste avec lequel ils ont le plus de connexion. Parce que c'est une compréhension mutuelle et quand ils vont se parler, souvent, dans la plupart des cas, c'est direct. C'est mon histoire, je vais faire ci et l'artiste va faire je vois ça. Donc je vais leur dire de s'associer à des artistes dont ils sont proches. Bien sûr, il faut que l'artiste soit d'accord parce que c'est aussi des discussions spécifiques après, mais ça c'est après t'as beaucoup d'artistes qui vont t'as beaucoup d'auteurs qui vont chercher des artistes de renommée, leur demander s'ils peuvent utiliser. Oui, mais après ça peut causer aussi beaucoup de problèmes s'il y a une mésentente. Oui. Mais moi je dirais des gens qui sont proches d'eux, des gens qui ont peut-être la même fibre qu'eux, mais de façon visuelle. C'est ce que je dirais. Et si quelqu'un n'a pas dans son entourage, s'il vient de démarrer, il n'a pas dans son entourage déjà des connexions avec des artistes comme toi ou d'autres, et qu'ils doivent passer par un designer qu'ils ne connaissent pas, est-ce qu'il y a quelque chose à laquelle ils devraient faire attention quand même pour
pour trouver le bon designer? Il faut qu'il y ait une connexion. Il faut qu'il y ait une connexion entre les deux. Même s'ils se connaissent pas, il faut que celui qui va faire la couverture soit aussi enjoué que l'auteur qui a écrit le texte. Il faut que la personne soit aussi excitée que la personne qui a écrit le texte, je pense. Oui. Il faut que la personne qui écoute, qui entend l'idée, se dise je veux être là. Je veux, c'est moi. Mais malheureusement, ça arrive pas tout le temps. Et puis il y a souvent des histoires d'argent, tu vois. Donc ouais, il faut une connexion. Il faut une connexion. Justement, à propos d'argent, sans rentrer dans le détail, mais est-ce que tu peux nous dire à peu près quelle est la tranche qu'un auteur doit préparer pour avoir une bonne couverture? Je ne peux pas parce que ça dépend de beaucoup de choses. Ça dépend de beaucoup de choses. Ça dépend de la renommée, ça dépend du nombre de couvertures que tu as faites, ça dépend ça dépend de l'artiste, ça dépend de la personne. Oui. Mais ça coûte de l'argent. Ouais, ça coûte de l'argent et souvent, c'est pas souvent autant qu'on pense, mais ça dépend vraiment de ce que l'auteur veut, de ce que l'auteur demande. Oui. Ça peut être un petit truc, on peut dire que ça peut commencer à 300 euros. Voilà, tu vois, je donne un truc comme ça. Oui, c'est déjà une bonne base quand même. Oui. Ouais. Et en montant. Ouais, ça dépend vraiment de la personne qui est en face. Alors, moi, je vais te poser une question qui concerne les applications qui permettent aux gens de faire rapidement des designs. Moi, j'aimerais bien avoir... Ouais. J'ai commencé à te tutoyer sans même te demander la permission. Ah, mais non, allons-y. Moi, je me suis rendu compte que dans ma passion, je dis des tu vois, des machins. Donc, tutoyons-nous. Merci. Donc, alors, qu'est-ce que tu penses des logiciels comme des applications comme Canva ou alors des plateformes comme Fiverr ou je ne sais pas si tu les connais, ces plateformes-là. Je connais Canvas. Oui, oui. Ou d'autres plateformes comme 99 Design. Toi, en tant que professionnel, artiste, designer, qu'est-ce que tu penses de ces plateformes-là? Ah non, moi je trouve que c'est génial. Ok. C'est complètement génial parce que ça donne l'accès à tout le monde d'avoir un produit propre et fini. À l'époque, nous on n'avait pas ça. On aurait eu ça aurait facilité tellement de choses, mais tellement de choses. Donc le truc c'est que ça met des éléments ensemble pour que tu te rapproches un peu plus de ce que d'un objet fini, propre, avec une harmonie. Donc voilà, moi de toute façon moi je suis un gamin du digital et c'est des choses, c'est des évolutions pour moi qui sont primordiales. Je veux dire, j'espère que mes enfants demain, on va leur dire parce qu'à l'époque par exemple au Cameroun, on devait faire le cahier de morceaux choisis. Oui. Hein, on devait faire ça tout seul, découpé, machin. Oui. C'était super moche. C'était super moche. Mais on adorait ça. Oui. Ben oui. Si mon gamin demain il peut faire un truc comme ça avec Canvas, ben ça va peut-être le pousser à aller plus loin, à chercher plus loin, à je sais pas, performer ou à rendre le truc encore plus à chercher un truc pour faire avancer les choses. Oui. Donc, moi, je trouve que c'est génial, tout ça. Oui. Je suis assez surprise parce que quand Canvas est sorti, j'ai vu le débat qu'il y avait avec les designers. Ils étaient en colère parce qu'ils se disaient que, ça allait leur prendre du travail. Oui, la part de l'argent. Enfin, c'est ça, mais, mais je pense que si tu sais faire autre chose, tu t'en fous un peu. Moi, je m'en fous un peu parce que ça ne me dérangera jamais. Au contraire, je peux regarder ce que Canvas fait et pousser le truc encore plus loin. Donc, pourquoi pas? Oui. Ce qui est sûr, c'est que l'application ne peut pas donner cette touche particulière, cette âme qui ne vient que de l'artiste, hein, je trouve. Ouais. Oui. Ok. Bah, moi, je vais peut-être m'attirer les foudres de ces gens-là, mais ce que Canvas a fait, c'est faciliter
ce que eux faisaient et qui pensaient que personne d'autre ne pouvait faire. C'est un peu ça. C'est un peu ça. Oui, c'était un peu mystérieux pour nous qui ne savions pas du tout comment ça se passe derrière le pinceau, quoi. Et donc, si je te demandais ce que tu peux recommander à un jeune qui a envie de se lancer dans ce métier, ou à quelqu'un qui s'est déjà lancé mais qui est encore à ses débuts, qu'est-ce que ce serait comme recommandation? Alors, à ses débuts, comment, c'est-à-dire de continuer, de pas baisser les bras. Moi, je suis arrivé dedans, je cherchais pas. On est venu me contacter. On sait jamais qui c'est qui va venir frapper à la porte, qui va envoyer, par exemple, Calmant Lévy, quand ils viennent me voir. Est-ce que j'ai besoin de dire qui c'est Calmant Lévy? Non. Mais, oui, tu peux dire. Okay. Hein? Non, tu peux dire. J'avais pas bien compris ta question. Tu peux dire. Alors, Calmant Lévy, c'est l'une des plus grosses maisons d'édition de France et d'Europe. C'est l'une des deux plus vieilles. Ils ont pratiquement presque tous les auteurs qui font des best-sellers voilà, ici. Et par exemple, eux, quand ils me contactent, c'est parce que ils me connaissent en tant qu'artiste, pas en tant que faiseur de couverture. Tout à fait. Et encore, La Cheminante m'a donné cette chance-là, parce que eux aussi me connaissaient en tant qu'artiste. Exactement. Et ils m'ont confié la charte graphique et pareil, je faisais mes débuts dessus, je me disais, mais ils sont dingues de me donner ça. Mais bon, comme ils sont dingues de me donner ça, je vais leur donner des couvertures de dingue. En fait, La Cheminante, c'était une expo pour moi. Parce que je voulais que chaque couverture soit une œuvre. Comme si c'était une œuvre qu'on exposait dans une galerie. La seule différence, c'était que je m'inspirais des histoires qu'il y avait dans ces livres-là. Mais j'ai toujours voulu que chacune de ces couvertures soit une œuvre d'art qu'on pourrait mettre dans une galerie. Et donc, à chaque fois que ces gens-là, merci. À chaque fois que ces gens-là viennent me contacter, en fait, c'est parce que ils ont été attirés par mon côté artistique, peut-être par mes messages à l'intérieur de ce côté artistique-là, et que c'est la même chose qu'ils veulent sur les couvertures. Donc, à ces jeunes, je vais dire, trouvez votre empreinte, trouvez votre patte. Si vous êtes le genre de personne qui va aller cogner à la porte d'une maison d'édition et qu'on vous ferme la porte au nez, ne baissez pas les bras. Continuez. Travaillez. Ne travaillez pas parce qu'on vous a fermé la porte à la figure, mais travaillez parce que c'est votre passion. Un jour, un truc va arriver, vous n'allez pas comprendre d'où ça vient. Super. Travaillez. Faites-vous. Comme disent les Anglais, do you. Faites-vous et moi je vous conseille même de vous ramasser les portes. Oui. Parce que ça cultive ce truc de on m'a fermé la porte au nez. Ok, attendez, j'arrive. Donc, voilà, ça redonne la niaque un peu quand même. Ouais. Oui. Et surtout que nous, on est des lions. Quand on nous ferme la porte, on a dit que ok. Et puis les Camerounais, on est dégueulards. Donc, donc vous m'avez fermé la porte au nez. Attendez alors, j'arrive. Voilà. Je me reconnais beaucoup dans ça. Voilà, on est arrivé à la... Même si on ne sait pas ce qu'on va faire. C'est pas ça la question. Il faut toujours avoir ce truc-là. Attendez, j'arrive. Voilà. En temps, là, on va trouver le truc qu'on va faire. On a le Hemley. C'est ça. On est arrivé à la fin de notre échange, Fred. C'est passé vite, hein. Bah oui. Et avant qu'on ne se sépare, j'ai envie de te demander, c'est une tradition que j'essaie d'instaurer dans le podcast. J'ai envie de te demander, pardon, s'il y a une chose que tu pouvais supprimer sur cette terre, qu'est-ce que ce serait? Les cons. Ouais, la connerie. Je m'attendais pas du tout à ça, pardon. Non, mais je peux m'expliquer? Bien sûr. Et qu'on ne prenne pas ça pour de l'arrogance ou pour quelque chose de mal élevé. Chacun a droit à ses opinions.
C'est juste que je trouve qu'il y a souvent tellement de conneries dans des choses qui pourraient être simples et on se prend la tête avec des cons et de la connerie. Et les cons veulent juste casser les pieds à ceux qui ont envie de faire les choses ou dissuader ceux qui ont envie de faire les choses. Donc, je dirais la connerie. Très bien. Où est-ce qu'on peut te contacter, Fred, si on a envie de travailler avec toi? Alors, il y a mon email, ebami, avec 2 i à la fin, @gmail.com. Mm-hmm. Instagram, je suis assez présent sur Instagram. Mm-hmm. Ou souvent sur Facebook, mais je suis plus souvent sur Instagram. Avec ton nom, Fred Ebami. Ebami, ouais, Fred Ebami tout collé sur Instagram. D'accord. Et quand vous rentrez dans mon Instagram, il y a mon email. D'accord. Je mettrai également tous les liens de ton site et de tes contacts dans la description de l'épisode. Comme ça, ceux qui ont envie de travailler avec toi pourront directement te contacter. Je te remercie. C'est moi qui te remercie, Fred. Sincèrement, merci beaucoup pour ta disponibilité et ta générosité parce que tu n'as pas hésité une seconde à dire oui à mon invitation. Et reviens-nous très vite si tu as des projets. C'est ta maison. Bon, je pense que je peux le dire là avant qu'on finisse. Avec Capitaine Alexandre, on vous prépare une surprise avec Calmant Lévy. Je crois on a déjà balancé un peu partout, donc je peux balancer ici. On vous prépare un roman graphique pour début 2022. On est en pleine finition du truc. Et ça va être une parallèle ou une histoire parallèle des Lumières d'Oujda. Des Lumières? Les Lumières d'Oujda, le dernier roman de Marc. Ah, d'accord. Je pensais donc, le roman graphique sur lequel... Oui, tout à fait. Et alors, quand tu dis roman graphique, c'est-à-dire que ce sera uniquement des images, mais avec une histoire romancée. C'est bien ça? C'est une histoire romancée avec des images. Bon. Un peu comme fragment. Un peu comme fragment, oui. J'espère. Oui, vas-y. Mais l'histoire est tirée d'une des histoires des Lumières d'Oujda que je vous dirai pas. Vous allez découvrir. D'accord, mais j'espère être quand même dans la liste des premières personnes à découvrir. C'est super gentil. Merci beaucoup, Fred Ebami, d'avoir accepté l'invitation. Merci, c'était un honneur d'être là. Merci. À bientôt. À bientôt. Ciao. Ciao. Voilà les amis, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Si vous avez aimé cet épisode, je vous serais vraiment reconnaissante de vous abonner au podcast pour être notifié de la publication des prochains épisodes. Vous pouvez aussi partager l'épisode, y laisser un commentaire ou le noter avec 5 étoiles. Vous pouvez poser vos questions par WhatsApp en envoyant un message au numéro +237 6 80 81 54 24. À bientôt les amis.